Ma femme m'a trahi avec mon meilleur ami, dans notre propre lit, pendant mon absence. Et j'ai tout regardé, à travers un babyphone. Ensuite, j'ai méticuleusement détruit leur vie, pour me venger. L'image statique sur l'écran s'est éclaircie juste une seconde. C'était un babyphone bon marché, un de ces modèles vidéo, que nous avions acheté la semaine dernière. Nous n'attendions même pas encore d'enfants, mais Chloé, ma Chloé, était une planificatrice obsessionnelle. Elle voulait que tout soit parfait, pour le moment venu. Testons-le, Léo, avait-elle dit, la voix pleine de cet enthousiasme pétillant, dont j'étais tombé amoureux. On peut le pointeur vers le salon depuis la chambre du bébé, juste pour vérifier la puissance du signal. C'est ce que nous avons fait, et puis, nous l'avons oublié. C'est surtout moi, qui l'ai oublié. J'étais débordé par les rapports trimestriels de notre société d'investissement, celle que j'avais bâtie de A à Z avec mon meilleur ami, Alex. Ce soir-là, je suis rentré tôt à la maison. Un orage d'une violence inouïe avait provoqué une panne de courant dans le centre-ville, forçant la fermeture de notre immeuble de bureau. J'ai appelé Chloé, mais je suis tombé directement sur sa messagerie vocale. J'ai supposé qu'elle était à son cours de yoga. Je suis entré dans l'appartement calme et sombre, la pluie fouettant les fenêtres. Je me suis préparé un verre, je me suis assis dans mon fauteuil en cuir préféré, et, pour une raison quelconque, mes yeux se sont posés sur l'unité parent du babyphone, posée sur le bout de canapé. Je n'avais même pas réalisé qu'il était allumé. L'écran affichait principalement de la neige grise et floue. Je l'ai pris, prêt à l'éteindre, lorsque l'image a clignoté pour prendre vie, et mon monde s'est effondré. Il n'était plus pointé vers le salon. Il était pointé sur notre lit. Mon lit. Le signal était haché, déformé, comme une scène tirée d'un film d'horreur en found footage, mais c'était suffisamment clair. Deux corps emmêlés, dans nos coûteux draps en coton égyptien. L'un d'eux, c'était Chloé. Ma Chloé. Sa tête était rejetée en arrière. Ses cheveux blonds en désordre, sur mon oreiller. Et l'autre personne n'était pas un étranger. C'était Alex, mon meilleur ami depuis que nous étions des gamins maigrichons, volant des pommes dans le verger du vieux Hemlock. Mon partenaire commercial, le témoin de mon mariage. Il était sur elle. Le moniteur n'avait pas de son, ce qui était, d'une certaine manière, encore pire. C'était un film muet, de ma propre apocalypse personnelle. J'ai vu sa main, celle avec l'alliance qui m'avait coûté 3 mois de salaire, s'agripper à son dos. J'ai vu l'expression sur son visage, une expression d'extase brute et débridée, que je n'avais pas vue depuis des années. Pas avec moi. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui fait une erreur. C'était le regard de quelqu'un qui est exactement là où il veut être. Mon cœur ne s'est pas brisé. Il s'est juste arrêté. C'était comme si tout mon système circulatoire avait été gelé instantanément. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Le verre dans ma main a commencé à trembler, les glaçons tintant dans un rythme frénétique et infime, contre le silence de l'appartement. J'ai regardé pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui n'a probablement duré que 30 secondes. Chaque mouvement, chaque halètement silencieux, chaque torsion de leur corps, a été gravé dans mon cerveau, comme au fer rouge. Ce n'était pas un faux pas. Ce n'était pas une erreur d'ivresse. C'était pratiqué, familier. La façon dont il bougeait, la façon dont elle répondait. Il connaissait le corps de l'autre. La pensée m'a frappé comme un coup physique, me coupant le souffle. Depuis combien de temps, combien de fois, combien de nuits tardives au bureau, n'était-il pas au bureau? Combien de soirées entre filles, n'était-elle pas avec ses amis? L'écran flou était un portail, vers la vérité de ma vie. J'étais un accessoire, une commodité. Tout mon mariage, mon amitié la plus profonde, tout cela n'était qu'une pièce de théâtre. Et j'étais le seul, à ne pas avoir le script. Quelque chose en moi a basculé. Le choc, la glace dans mes veines. Cela ne s'est pas fondu en tristesse, ou en chagrin. Cela a durci. Cela s'est cristallisé en quelque chose de froid, de tranchant et de lourd. C'était de la rage, mais d'une nature calme et patiente. Le genre de rage qu'un glacier ressent, alors qu'il réduit lentement une montagne en poussière. Je ne voulais pas crier. Je ne voulais pas monter les escaliers, en trombe pour les confronter. C'est ce qu'ils attendraient. Une grande scène dramatique, des larmes, des accusations,
une fin explosive et satisfaisante, à leur petit jeu. Non, ils ne méritaient pas une fin rapide. Ils méritaient que leur monde soit démantelé pièce par pièce, tout comme ils avaient démantelé le mien sous mes yeux, sur un écran bon marché et plein de parasites. J'ai posé le verre de whisky, sur la table avec soin. Ma main était parfaitement stable maintenant. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts bougeant avec une précision, que je ne me connaissais pas. J'ai pointé l'appareil photo du téléphone, vers l'écran du moniteur, et j'ai commencé à enregistrer. La qualité était terrible. C'était granuleux, flou, silencieux, mais c'était indéniable. J'ai enregistré 1 minute entière de leur trahison. Puis, j'ai enregistré le fichier, le cachant dans un dossier sécurisé dans le cloud, une petite grenade à main numérique, attendant le bon moment. Ensuite, je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, et je suis sorti aussi silencieusement que j'étais entré. Je suis retourné sous la pluie battante, mon costume se retrouvant trempé en quelques secondes. Je ne sentais pas le froid. Je ne sentais pas l'eau couler sur mon visage. Je marchais, tout simplement. Et alors que je marchais à travers la tempête, un plan a commencé à prendre forme. Un plan non pas de vengeance bruyante et violente, mais d'une annihilation lente, méticuleuse et totalement dévastatrice. Ils croyaient construire une nouvelle vie, sur les ruines de la mienne. Ils n'avaient aucune idée, que j'allais devenir l'architecte de leur chute, et que je construirais leur prison, avec les outils mêmes qu'ils m'avaient fournis. Leur cupidité, leur ambition, et leurs mensonges. Les jours qui ont suivi, ont été la performance de ma vie. Je devais faire semblant, que le monde ne s'était pas effondré un mardi soir. Je suis rentré chez moi des heures plus tard, feignant l'épuisement après une longue journée au bureau, prétextant que le courant avait été rétabli tardivement. Chloé était là, rayonnante. C'est le seul mot pour la décrire. Elle était radieuse, fredonnant en préparant un dîner tardif. L'odeur d'ail et de basilic, des odeurs qui signifiaient autrefois la maison, me retournaient maintenant l'estomac. « Salut bébé », a-t-elle dit, en se tournant pour m'embrasser. Ses lèvres étaient douces. Je n'ai ressenti que de la répulsion. J'ai forcé un sourire. Journée difficile. Tu n'as pas idée. Ai-je répondu, le double sens étant une blague amère, et personnelle. Elle y a cru complètement. Elle a bavardé de sa journée, d'une nouvelle collaboration pour son blog lifestyle, The Gilded Life, qui était sa fierté et sa joie. Tout son travail consistait à entretenir, une image de richesse et de goût sans effort. Elle avait un nombre respectable d'abonnés, mais elle cherchait désespérément à passer au niveau supérieur, à devenir une véritable influenceuse. Elle a parlé d'un éventuel parrainage par une marque de luxe, les yeux pétillants. Alex disait qu'il pourrait glisser un mot favorable, a-t-elle mentionné avec une telle désinvolture, que c'en était presque un article. Il connaît le directeur marketing. J'ai juste hoché la tête, les entrailles nouées. C'est super, chérie. Revoir Alex au travail le lendemain matin, a été le véritable test. Il m'a tapé sur l'épaule, avec un grand sourire faux sur le visage. Léo, mon vieux, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Juste fatigué. Longue nuit, ai-je dit, en soutenant son regard. J'ai cherché dans ses yeux la moindre lueur de culpabilité, le moindre signe de l'homme que j'avais connu autrefois. Il n'y avait rien. Juste le même Alex charismatique et sûr de lui. Il était le visage de notre entreprise, un maître pour flatter les clients et conclure des affaires. J'étais l'homme des chiffres, le stratège, celui qui faisait tourner le moteur, pendant qu'il polissait le capot. Nous avions été l'équipe parfaite. Maintenant, je le voyais pour ce qu'il était, un parasite se nourrissant de mon travail, de ma vie, de ma femme. Allez, courage, a-t-il dit, s'appuyant contre mon bureau. On a cette grosse présentation, pour le comte Van Dorn la semaine prochaine. C'est peut-être celle, qui va nous faire connaître pour de bon. Il vibrait presque d'énergie. La même énergie que j'avais vue sur le moniteur. C'était l'ouverture dont j'avais besoin. À ce propos, ai-je dit, en gardant un ton neutre. J'ai fait tourner de nouveaux modèles. Je pense que nous sommes trop conservateurs. Cela a attiré son attention. Alex adorait le risque, surtout quand cela promettait un gros gain clinquant. J'étais toujours le prudent. Le pied sur le frein. Je pensais, ai-je continué en affichant sur mon écran, une série de graphiques d'apparence complexe, des graphiques que j'avais passé toute la nuit précédente à fabriquer.
Et si nous utilisions le portefeuille de Clarion Holdings comme levier? Nous pourrions tripler notre proposition d'investissement. Le potentiel de hausse est astronomique. C'est un peu un coup de poker, mais si ça marche. J'ai regardé ses yeux s'illuminer. La cupidité. C'était tellement prévisible. Il ne comprenait pas les mécanismes profonds du marché, comme je le faisais. Il ne voyait que le gros chiffre brillant à la fin. Il ne voyait pas le château de cartes que j'intégrais dans les fondations de cette proposition. Clarion Holdings était une bulle, une valeur technologique volatile, gonflée par la hype et la spéculation. Elle allait éclater. Je le savais. Les vraies données, les données que j'avais cachées, le criaient. Mais les données que je montrais à Alex racontaient l'histoire d'une fusée sur le point de décoller. Léo, espèce de magnifique salaud, a-t-il soufflé, fixant les bénéfices projetés. C'est brillant. Pourquoi n'y as-tu pas pensé plus tôt? J'avais juste besoin d'une nouvelle perspective, ai-je répondu, d'un ton impassible. Il a passé l'heure suivante à en parler, s'appropriant mon idée et la faisant sienne, la transformant en un grand récit, de son propre génie. Je me charge de la présentation, a-t-il déclaré. Tu as fait la partie difficile, les chiffres. Je vais vendre le rêve. Parfait. Il rattachait son nom, sa réputation, son essence même à cette bombe à retardement. Et j'allais lui tendre le détonateur. La première phase du plan était enclenchée, l'anéantissement professionnel d'Alex. Mais ce n'était que la moitié du travail. Chloé nécessitait une approche différente. Sa monnaie d'échange n'était pas seulement l'argent. C'était l'image, le statut social, l'adoration de ses followers. Je devais empoisonner cette source, mais pas en l'attaquant directement. Je devais lui donner exactement ce qu'elle voulait, et la laisser se pendre avec. Quelques nuits plus tard, je faisais défiler mes anciens contacts. Je me suis arrêté sur un nom, Julian Croft. Julian était un acteur, un très bon acteur, mais il n'avait jamais vraiment percé. Il avait le physique, le charme, mais pas la chance. Nous avions été colocataires à l'université pendant 1 an. Aux dernières nouvelles, il faisait du dîner-spectacle dans le New Jersey, et servait aux tables pour payer son loyer. J'ai passé un appel. Léo Vance, c'est vraiment toi. La voix de Julian était toujours aussi suave et théâtrale. Nous avons discuté quelques minutes, avant que j'en vienne au fait. Julian, j'ai une proposition à te faire. C'est un rôle, le meilleur rôle de ta vie. C'est bien payé. Très bien payé. Je lui ai tout expliqué. Il allait devenir Silas Blackwood, un aristocrate européen solitaire et fortuné, cherchant à investir dans de nouvelles marques de lifestyle américaines. Il devait être sophistiqué, énigmatique et ridiculement riche. Sa cible, le blog de Chloé, The Gilded Life. Tu veux que je séduise ta femme, a demandé Julian, avec une pointe de prudence dans la voix. Non, les jeux corrigés. Rien de physique. Je veux que tu séduises son ambition. Deviens son mécène. Fais miroiter le monde devant elle. J'ai privé, soirées exclusives, un article dans Vogue. Fais-lui croire qu'elle a enfin percé. Qu'elle quitte sa petite vie, pour quelque chose de véritablement élitiste. Je financerai toute la mascarade, le pantouse loué, les costumes de créateurs, le service de voiture noire, tout. Silas Blackwood serait totalement convaincant. Et le but du jeu, a demandé Julian. Le but du jeu, ai-je dit, un sourire froid effleurant mes lèvres, pour la première fois depuis ce qui me semblait être une éternité. C'est que tu l'amènes à investir. Pas seulement son temps, mais son argent. Tout son argent. Et ensuite, Silas Blackwood disparaît avec chaque centime. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis un petit rire lent et profond. Léo, mon ami, a dit Julian, tu as toujours été le plus intelligent. Je commence quand? Le mois suivant a été une leçon de maître en matière de tromperie. En apparence, j'étais le mari d'un grand soutien, bien qu'un peu distant. Je jouais le rôle d'un homme, consumé par la plus grosse affaire de sa carrière, travaillant tard, épluchant des feuilles de calcul. Cela m'a fourni la couverture parfaite, pour orchestrer ma guerre sur 2 fronts. Alex était complètement accroché. Il avait pris ma proposition frauduleuse, et fonçait avec. Il invitait les cadres de Van Dorn à des dîners de gala, leur vendant sa stratégie visionnaire, à haut risque et à haut rendement.
il était tellement grisé par son propre succès, qu'il ne remarquait même pas que je modifiais subtilement les dossiers numériques de l'entreprise, créant une piste de documents méticuleuse, qui donnait l'impression que tout l'investissement dans Clarion Holdings était de sa seule initiative. J'ai fabriqué de faux emails de lui à moi, rejetant mes conseils prudents. J'ai créé des notes de service, signées avec une fausse signature numérique, où il autorisait l'utilisation massive de nos actifs. Au moment où j'ai eu fini, n'importe quel auditeur conclurait qu'Alex avait agi de son propre chef, ivre d'ambition, et avait misé toute l'entreprise contre l'avis de son prudent associé. Pendant ce temps, Silas Blackwood a fait sa grande entrée. Il ne s'est pas contenté d'envoyer un email à Chloé. Cela aurait été trop commun. Il a fait livrer par coursier une unique rose noire à longue tige à notre appartement, accompagnée d'une lourde carte couleur crème. La carte disait « La véritable élégance ne consiste pas à être remarquée. Elle consiste à être mémorable. Votre œil pour cela est remarquable. SB, Chloé était aux anges. » Elle a passé des heures à essayer de deviner qui était SB. C'est le mystère, le romantisme de la chose, qui l'a accroché avant même qu'ils ne se rencontrent. 2 jours plus tard, une invitation est arrivée. Le vernissage exclusif d'une galerie d'art éphémère. Un événement si secret, qu'il ne figurait même pas dans les pages mondaines. Je l'ai regardé se préparer ce soir-là. Elle était électrique, essayant 3 robes différentes, se tourmentant pour le choix de ses chaussures. Il faut que je sois parfaite, Léo. Ça pourrait être énorme. Tu es magnifique, chérie, ai-je répondu, ma voix n'étant qu'un écho creux. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir, un baiser furtif sur la joue, l'esprit déjà à 1 million de kilomètres de là. Julian, dans le rôle de Silas, a joué son rôle à la perfection. Il l'attendait à la galerie, que j'avais louée pour la soirée, et remplie d'œuvres d'art provenant d'une université locale, et d'une poignée de figurants payés pour jouer les invités. Il était l'incarnation du charme de l'ancien monde, lui baisant la main, parlant avec un léger accent européen indéfinissable. Il ne l'a pas couverte de compliments. Au lieu de cela, il l'a défiée, a critiqué son blog, lui a dit qu'elle jouait petit bras, alors qu'elle pourrait posséder tout le casino. Chloé était totalement fascinée. Elle est rentrée chez elle ce soir-là, en marchant sur un nuage. Léo, tu ne vas pas le croire. Il est incroyable. Il parle de rendre The Gilded Life mondial. Il pense que j'ai le potentiel, pour être plus grande que Gope. Il veut être mon partenaire silencieux, mon mentor. Au cours des semaines suivantes, Silas l'a cultivé. Il l'a emmené dîner, dans des restaurants si exclusifs qu'il fallait un mot de passe pour obtenir une table. Il a organisé une rencontre fortuite, avec une célébrité de la liste C, un autre acteur sur ma liste de paix, qui s'est extasié en se disant fan de son blog. Chaque expérience était une illusion soigneusement élaborée, conçue pour gonfler son ego et son ambition, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une bulle géante et étincelante. La liaison avec Alex, ai-je remarqué, a commencé à se refroidir. Non pas par culpabilité, mais parce que Chloé avait trouvé un plus gros poisson. Alex, avec sa BMW en leasing et ses discours sur un seul gros coup, commençait à paraître de seconde zone, comparé à Silas Blackwood et son monde de richesse illimitée et facile. Je voyais la frustration sur le visage d'Alex au bureau. Il perdait son emprise sur elle, et ça le rendait fou. Il est devenu encore plus obsédé, par la conclusion de l'affaire Van Dorn, comme si cet argent était la seule chose qui pouvait la reconquérir. Ils étaient tous les deux mes marionnettes, et ils dansaient à merveille. Puis est arrivé le premier rebondissement, que je n'avais pas prévu. Chloé m'a fait asseoir un soir, le visage inhabituellement pâle. Elle avait l'air nerveuse, ce qui changeait de sa récente confiance quasi divine. « Léo, j'ai quelque chose à te dire », a-t-elle commencé, ses mains se tordant sur ses genoux. Ma première pensée a été qu'elle allait avouer. Que la culpabilité l'avait enfin rattrapée. J'avais tort. « Je suis enceinte », a-t-elle chuchoté. L'air a quitté la pièce. Pendant une fraction de seconde, une petite partie stupide de mon cœur a bondi. C'était ce que nous voulions depuis des années. Mais ensuite, la froide et dure réalité est revenue en force. J'ai fait le calcul dans ma tête, les dates, le timing. Je ne l'avais pas touché, pas vraiment, depuis des mois. Ma performance de mari aimant avait ses limites. Ce bébé n'était pas le mien. C'était celui d'Alex. J'ai dû physiquement m'agripper aux accoudoirs de mon fauteuil pour m'empêcher de réagir. J'ai dû forcer mon visage,
a adopté un masque d'incrédulité joyeuse et stupéfaite. Enceinte? Chloé, c'est incroyable. Je me suis levé et l'ai serré dans mes bras pesant 1 tonne. Je tenais ma femme, qui portait l'enfant de mon meilleur ami, et je devais faire semblant que c'était le plus beau jour de ma vie. L'ironie était si épaisse, qu'elle en devenait étouffante. C'était l'ultime trahison, une blessure plus profonde que tout ce que j'avais vu sur ce moniteur. Et pourtant, alors que je la tenais, une nouvelle couche plus sombre de mon plan a commencé à se former. Ce n'était pas un revers. C'était une opportunité. Une opportunité glorieuse et terrible. Leur nouvelle vie parfaite avait désormais un symbole. Un enfant. Un enfant conçu dans la tromperie, qui, croirait-il bientôt, allait naître dans un monde de richesse et de succès inimaginables. La chute serait d'autant plus dure maintenant. Il ne tomberait plus seul. La grossesse a complètement changé la dynamique. Alex est soudainement revenu dans le tableau, non pas comme un amant, mais comme l'oncle inquiet. Lui et Chloé avaient ces conversations intenses et à voix basse, quand ils pensaient que je ne regardais pas. Ils planifiaient. Ils se croyaient si intelligents, décidant comment et quand m'annoncer la nouvelle, comment orchestrer la transition de leur vie avec moi, vers leur nouvelle vie ensemble. Ils attendaient que l'affaire Van Dorn soit conclue. Une fois qu'Alex serait plein aux as, il passerait à l'action. Il me dirait la vérité, ou une version édulcorée, et s'attendrait à ce que je m'effondre. Chloé, quant à elle, s'investissait encore plus dans les promesses de Silas. Un fonds en fiducie pour le bébé, des écoles privées en Suisse, une vie dont elle ne pouvait que rêver. Silas, sous ma direction, est devenu encore plus grandiloquent. Il a commencé à parler de la dernière étape, pour sécuriser leur partenariat mondial, pour jouer dans la cour des grands. Ma chère Chloé, lui a dit la voix suave de Julien, lors d'un appel sur haut-parleur que j'écoutais. Nous devons montrer que nous sommes sérieux. Nous devons consolider nos actifs. Je liquide une partie de mon portefeuille européen. J'ai besoin que vous fassiez de même. Nous allons créer une nouvelle entité conjointe. Une société holding pour The Gilded Life et ses futures entreprises. Cela doit être un investissement significatif, un signe de foi. Il voulait un demi-million. C'était une somme faramineuse, mais il l'avait si parfaitement manipulée, que cela semblait être une prochaine étape logique, voire excitante. Il lui a montré de faux relevés bancaires, un portefeuille d'actions inexistantes, tout un univers de richesse, qui était juste à sa portée. Le problème, c'est que Chloé n'avait pas ce genre d'argent. Son blog lui rapportait un revenu décent, mais très loin de cette somme. Ses économies étaient modestes, mais je savais exactement où elle penserait aller le chercher. Elle est venue me voir quelques jours plus tard, sa performance encore plus doucereuse que d'habitude. Elle m'a parlé du bébé, de notre avenir, de la nécessité d'assurer un héritage à notre famille. Puis, elle a lâché le morceau. « Léo, j'ai besoin d'un prêt », a-t-elle dit. C'est pour le blog. Une opportunité d'expansion massive. C'est une valeur sûre, mais j'ai besoin de liquidité, pour investir dès le départ. Combien, ai-je demandé, gardant un visage parfaitement impassible. 500 000, a-t-elle répondu, sans croiser mon regard. Elle voulait que je lui donne, un demi-million d'euros de mon argent, l'argent que j'avais gagné, l'argent que j'avais prévu pour notre avenir, pour notre enfant, afin qu'elle puisse s'enfuir avec mon meilleur ami, après un faux millionnaire. L'audace était à couper le souffle. D'accord, ai-je dit. Elle a scié. D'accord? Juste comme ça? Tu as dit que c'était une valeur sûre, ai-je dit, en haussant les épaules. Je te fais confiance. Tu construis un avenir pour notre famille, non? J'ai effectué le virement bancaire cet après-midi-là, transférant l'argent de mon compte personnel vers le sien. C'était le chèque le plus satisfaisant que j'ai jamais signé. Je payais son billet pour le Titanic. Les dernières pièces se mettaient en place. Alex devait donner la présentation finale de Van Dorn dans 2 jours. Le lendemain, Chloé devait rencontrer les avocats de Silas Blackwood, 2 autres acteurs dans un bureau loué, pour signer les documents finaux, et transférer son demi-million d'euros, vers une société écran que j'avais créée aux îles Caïmans. Tout était synchronisé. L'effondrement serait total et simultané. Le matin de la présentation de Van Dorn, Alex était un concentré de nerfs et d'adrénaline. Il faisait les 100 pas dans le bureau dans son meilleur costume, répétant son discours. C'est le grand jour, Léo.
Après aujourd'hui, tout change. Je sais, ai-je dit. Tu vas assurer. Chloé m'a envoyé un SMS vers midi. La réunion est terminée. Tout est officiel. Silas est un rêve. Je célèbre avec du champagne ce soir. J'aimerais que tu sois là. Bisous et câlins. L'argent avait disparu de son compte. Mon demi-million reposait maintenant en sécurité, dans mon compte offshore. Intraçable. Le piège était en place. Il ne me restait plus qu'à attendre. L'appel est arrivé à 16h15. Il venait de Robert Van Dorn en personne. Alex était dans la pièce, se versant un scotch pour célébrer. Supposant que l'appel était pour le féliciter, j'ai mis le haut-parleur. Monsieur Vance, la voix de Van Dorn était glaciale. Je viens de demander à une équipe d'experts comptables judiciaires d'examiner la proposition que votre partenaire, Monsieur Knight, nous a présentée. Je ne sais pas à quel genre de jeu vous jouez, mais mon entreprise n'investit pas dans des romans fantastiques. Alex est figé, le verre à mi-chemin de ses lèvres. La position sur Clarion Holdings est l'actif le plus volatile et irresponsable que j'ai vu depuis 20 ans, a poursuivi Van Dorn, sa voix montant avec colère. C'est un château de cartes, une chaîne de Ponzi qui ne demande qu'à s'effondrer. Le fait que votre entreprise puisse utiliser l'intégralité de son capital comme levier là-dessus n'est pas seulement imprudent. C'est suicidaire. Non seulement nous refusons l'offre, mais je me fais un devoir personnel d'informer chaque institution financière de cette ville que Vance Knight Capital est une entreprise toxique et frauduleuse. Vous pouvez considérer que votre réputation et votre entreprise sont terminées. Ne me contactez plus. Il a raccroché. Le silence dans le bureau était absolu. Alex m'a fixé, le visage livide. Quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Les chiffres. Tu as fait tourner les chiffres. Je l'ai fait, ai-je dit, d'une voix calme. Je me suis adossé à mon fauteuil. Et les vrais chiffres disaient que Clarion était un canard boiteux. Les chiffres que je t'ai montrés. Eh bien, il racontait une meilleure histoire, n'est-ce pas? La compréhension s'est dessinée sur son visage, lente et horrifiante. Tu m'as piégé. Tu n'en as aucune idée, ai-je dit. J'ai fait pivoter mon écran vers lui. Sur l'écran, il y avait un flux en direct d'une caméra de sécurité que j'avais installée au plafond. Elle montrait une équipe d'auditeurs, de vrais auditeurs cette fois, envoyés par le Conseil de réglementation financière de l'État, épluchant nos dossiers. J'ai fait un signalement anonyme ce matin, à propos d'un associé qui se livrait à des transactions imprudentes, et non autorisées, et qui falsifiait des documents pour tromper son collègue. Toutes ces notes de service, les emails où tu ignores mes conseils. Ils vont s'en donner à cœur joie. Il est resté planté là, sans voix, alors que les fondations de son monde se transformaient en sable. Mais pourquoi, Léo? Quoi? Et puis je lui ai dit. Je n'ai pas crié. J'ai parlé d'un ton bas et égal, décrivant une vidéo granuleuse et silencieuse, sur un babyphone. J'ai décrit la vue de lui et de ma femme, dans mon lit. Son visage s'est décomposé. L'arrogance, la confiance en soi, tout s'est évaporé, ne laissant derrière qu'un petit homme pathétique et terrifié. Léo, Nous allions te le dire. Je sais, ai-je dit. Après que l'argent de Van Dorn soit rentré. Après que tu te sois construit, un joli coussin d'atterrissage tout doux avec l'argent de mon entreprise. Mais tu vois, Alex, le problème quand on construit sur des fondations défectueuses, c'est que tout finit par s'écrouler. Comme sur des roulettes, la porte du bureau s'est ouverte, et 2 policiers en uniforme sont entrés, accompagnés d'un homme en costume, qui a exhibé une plaque d'inspecteur. Alex Knight, a déclaré l'inspecteur, vous êtes en état d'arrestation pour fraude en valeurs mobilières et détournement de fonds. Ils l'ont menotté. Il n'a pas résisté. Il a juste continué à me fixer, les yeux écarquillés par un mélange de haine et d'incrédulité. Alors qu'il l'emmenait, il chuchotait encore, pourquoi? Je l'ai laissé se poser la question. L'anéantissement professionnel était total. Passons maintenant à l'anéantissement personnel. Je suis rentré à la maison. L'appartement était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une seule lampe dans le salon. Chloé était assise sur le canapé, une bouteille de champagne hors de prix, non ouverte sur la table basse à côté d'elle. Elle fixait son téléphone, son visage étant un masque de confusion et de panique.
Son téléphone est éteint, a-t-elle dit, la voix tremblante. Silas, son téléphone est déconnecté. Le numéro du cabinet d'avocat n'est plus en service. Le site web de son entreprise a disparu. Tout a disparu. Oui, ai-je dit, en m'approchant et en desserrant ma cravate. En effet. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, elle a vu le regard dans mes yeux, le calme froid et dur, l'absence du mari crédule et aimant. Et elle a cru comprendre. Léo, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, Chloé, ai-je dit, en m'asseyant dans mon fauteuil en cuir, le même que celui où je me trouvais quand mon monde s'est effondré. C'est que Silas Blackwood n'a jamais existé. Ce qui se passe, c'est que le demi-million d'euros, que tu m'as pris pour te construire une nouvelle vie, se trouve maintenant sur mon compte en banque, dans un pays qui se fiche éperdument de tes problèmes. Ce qui se passe, c'est que ton rêve de la vie dorée est terminé. Elle m'a fixé, la bouche s'ouvrant et se fermant, mais aucun son n'est sorti. Et Alex, ai-je poursuivi, savourant chaque mot. Alex vient d'être arrêté. L'entreprise est finie. Le contrat avec Van Dorn, celui qui devait être son billet pour la cour des grands, c'était une bombe que j'avais fabriquée, et il a été assez stupide pour en allumer la mèche. La couleur a quitté son visage, le laissant d'un blanc cireux et maladif. Tu savais, a-t-elle chuchoté, les mots à peine audibles. Tu savais pour nous? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone, j'ai trouvé le fichier vidéo, et je l'ai diffusé sans fil sur le grand écran de télévision, accroché au mur. L'écran s'est animé, granuleux, silencieux, horriblement familier. Elle a laissé échapper un son, un sanglot étouffé et guttural, en se regardant à l'écran. Elle a vu ce que j'avais vu, la trahison dans toute sa gloire silencieuse et hideuse. Le bébé, a-t-elle haleté, sa main volant à son ventre. Tu savais pour le bébé aussi? Oh, je sais qu'il n'est pas de moi, si c'est ce que tu veux dire, ai-je dit. Et je sais que la vie de luxe que tu lui as promise, a disparu. Tu n'as plus rien, Chloé. Le blog est une blague. Ton mécène était une fiction. Ton amant est en route pour la prison. Et ton mari? Eh bien, ton mari est l'homme qui vient de tout te prendre. Tout comme tu as essayé de tout lui prendre. Elle a commencé à pleurer alors, de terribles sanglots de désespoir. Elle a essayé de plaider, de s'expliquer. Les mots se bousculaient. C'était une erreur. J'étais confuse. Je t'aime. Tous les mensonges pathétiques et creux que les gens racontent, lorsqu'ils se font prendre. Je n'ai ressenti aucune pitié. Je n'ai plus ressenti de colère. J'ai juste ressenti un grand vide. Un vide vaste, net et silencieux. La tempête était passée. Tu as une heure, pour faire tes bagages et dégager de mon appartement, ai-je déclaré, d'une voix neutre. Tout ce que tu laisseras derrière toi, sera jeté à la poubelle. Ton avocat peut contacter le mien, pour le divorce. Il n'y aura pas de pension alimentaire. J'ai plus qu'assez de preuves d'adultère et de fraude, pour m'assurer que tu devras te débrouiller toute seule. Je me suis levé, et j'ai marché vers la chambre. Je me suis arrêté à la porte, et j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Elle n'était plus qu'une masse effondrée et pleurnicharde sur le canapé. Elle était l'architecte de sa propre destruction. Je n'avais fait que dessiner les plans. Tu voulais une vie dorée, Chloé, ai-je lancé. Il s'avère, que ce n'était que du plaqué or. Et que le plaquage s'est usé. J'ai fermé la porte, la laissant seule, avec l'image silencieuse qui passait en boucle, de sa propre trahison à l'écran. Les conséquences n'ont pas été une seule explosion, mais une longue et lente décomposition pour eux, et une reconstruction méticuleuse pour moi. Ma vengeance n'avait jamais été une question de moment de triomphe unique, mais de s'assurer que leur ruine soit aussi complète et durable, que l'avait été leur trahison. Le cas d'Alex était cousu de fil blanc. La piste de documents que j'avais créée était impeccable. Il a été dépeint dans les médias comme un escroc charismatique, un Icare millénarial qui avait volé trop près du soleil avec l'argent de son associé. Ses tentatives pour me faire porter le chapeau ont fait rire le tribunal. Mon témoignage était calme, factuel et dévastateur. J'étais le partenaire stoïque et trahi, qui avait découvert la fraude juste à temps. Il a été condamné à une peine de 7 à 10 ans, dans une prison fédérale à sécurité moyenne. La dernière fois que je l'ai vu, il était escorté hors de la salle d'audience, dans une combinaison orange, le visage creusé.
L'étincelle charismatique dans ses yeux s'était éteinte pour toujours. Il avait perdu sa carrière, sa liberté, et la femme pour laquelle il avait tout jeté par la fenêtre. La chute de Chloé a été plus silencieuse, mais à bien des égards plus brutale. Les chroniques mondaines, qui avaient autrefois timidement célébré son ascension, se sont maintenant délectées de son crash spectaculaire. Des informations anonymes, toutes provenant de moi bien sûr, et divulguées par l'intermédiaire d'un intermédiaire, ont rempli les colonnes de ragots. Les histoires sur le faux aristocrate, l'argent volé, la liaison avec le partenaire commercial emprisonné de son mari. The Gilded Life est devenu une blague. Ses abonnés l'ont déserté en masse, laissant derrière eux un torrent de commentaires vicieux. Sa marque, son identité n'ont pas seulement été détruites. Elles ont été transformées en objets de ridicule public. Elle a essayé de contester le divorce, mais c'était peine perdue. La vidéo, combinée aux preuves de sa conspiration, pour m'escroquer un demi-million d'euros, ne lui a rien laissé, aucune pension alimentaire, aucun accord. Elle est repartie avec une seule valise, et les vêtements qu'elle portait. Ses parents, honteux et horrifiés, lui ont offert un endroit où loger, mais peu de sympathie. Elle était une paria. Elle a eu le bébé, un petit garçon nommé Thomas. Je ne l'ai jamais vu. Il était la seule partie véritablement innocente, dans toute cette sordide affaire. Et pour lui, j'ai ressenti un pincement de quelque chose, qui aurait pu être de la tristesse, mais il était de sa responsabilité, le symbole vivant de ses choix. Les mois se sont transformés en années. J'ai liquidé ce qui restait de Vance Night Capital, remboursé les dettes, et utilisé mon propre capital, l'argent que j'avais protégé et le demi-million que j'avais récupéré, pour créer une nouvelle société de conseil, plus petite et beaucoup plus intelligente, à mon compte. Je l'ai construite lentement, sur des fondations d'intégrité et de prudence. Ma réputation, loin d'être ternie, en est sortie renforcée. J'étais perçu comme le survivant, le financier intelligent, qui avait essuyé une tempête de trahison. Le succès est revenu, cette fois selon mes propres conditions. Je n'ai pas eu de rendez-vous amoureux. J'ai travaillé. J'ai guéri. J'ai appris à nouveau, à apprécier le silence de mon appartement. Les fantômes de Chloé et d'Alex se sont estompés. Leur pouvoir sur moi a diminué, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des personnages d'une histoire, que je ne racontais plus. Puis, environ 3 ans après le divorce, je l'ai vu. J'étais dans un dîner ouvert 24h24 en bordure de la ville, à 2 heures du matin, incapable de dormir après un long vol de retour d'un voyage d'affaires en Asie. Et elle était là. Elle était serveuse. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière dans une queue de cheval stricte et grasse. Son visage était pâle et fatigué, marqué par de fines rides de stress, qui n'étaient pas là auparavant. Son uniforme était mal ajusté, taché de café. Elle se déplaçait avec une lassitude évidente, traînant les pieds en remplissant les salières. Elle ne m'a pas vu. Je n'étais qu'un client anonyme de plus, dans une banquette dans le coin. Je l'ai observé pendant quelques minutes. C'était la femme qui avait rêvé de jet privé, et d'articles d'En Vogue. La femme qui avait méprisé, ma vie stable et confortable comme étant quelque chose de provincial et petit. Maintenant, elle servait du café tiède à des chauffeurs routiers, pour le salaire minimum, plus les pourboires. J'ai ressenti un rebondissement final soudain, à l'intérieur de ma propre âme. Je m'attendais à ressentir une vague de triomphe, une confirmation finale et satisfaisante de ma victoire. J'avais imaginé ce moment, dans un coin sombre de mon esprit, comme la validation ultime. Mais je n'ai rien ressenti. Ni joie, ni satisfaction, ni pitié. Juste une déconnexion profonde et totale. La femme qui débarrassait les assiettes sales, était une étrangère. La vie qu'elle menait, n'avait aucune incidence sur la mienne. Ma vengeance élaborée et dévorante avait fonctionné à la perfection. Elle l'avait amenée à ce point exact. Et à la fin, cela n'avait aucune importance. La seule chose qui comptait, c'est que j'étais libre. Ma vengeance ne les avait pas seulement détruits. Elle avait cautérisé une blessure en moi. Ça a été une opération chirurgicale douloureuse et brutale, mais elle avait extirpé le cancer. En la regardant dans ce dîner, j'ai réalisé que la vengeance n'avait jamais vraiment concerné Chloé ou Alex. Elle me concernait moi. Il s'agissait pour moi de reprendre le contrôle. Il s'agissait pour moi de me prouver que je n'étais pas une victime, mais le maître de mon propre destin. Et maintenant que c'était fait, le chapitre tout entier était dénué de sens.
J'ai laissé un billet de 50 € sur la table, pour une addition de 10 €, et je suis sorti, sans qu'elle ne sache jamais que j'étais là. Je ne me suis jamais retourné. Quelques années supplémentaires ont passé. Ma nouvelle entreprise a prospéré. J'ai fini par rencontrer quelqu'un, Sarah. C'était une architecte paysagiste, une femme qui créait de la beauté à partir de la terre et du chaos. Elle était calme, drôle, et d'une honnêteté farouche. Notre relation s'est construite lentement, prudemment, sur une base de valeurs partagées et de respect mutuel, et non sur de grandes promesses creuses. Nous avons acheté une maison à la campagne, avec un grand jardin pour elle, et un bureau calme pour moi. Un jour, une lettre est arrivée. Le cachet de la poste indiquait une ville du Midwest dont je n'avais jamais entendu parler. L'écriture m'était vaguement familière. Elle venait de Chloé. Ce n'était pas une demande d'argent, ni de pardon. C'était court, juste quelques paragraphes. Elle écrivait que son fils Thomas était un bon garçon, brillant et joyeux. Elle disait qu'elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique dentaire, et qu'elle suivait des cours du soir en comptabilité. Elle a écrit que pendant longtemps, elle m'avait détesté, qu'elle m'avait blâmé pour tout. Mais elle avait fini par réaliser, que je n'avais été qu'un miroir, qui lui renvoyait sa propre laideur. La dernière ligne de la lettre, est celle qui m'est restée en tête. Tu n'as pas détruit ma vie, Léo. Tu m'as juste forcé, à commencer à en vivre une vraie. J'espère que tu es heureux. Tu mérites de l'être. C'était une étrange offre de paix, à laquelle je ne m'attendais pas. C'était un aveu, non pas de culpabilité, mais de conséquence. Elle avait enfin accepté, la réalité qu'elle avait créée. Je n'ai plus jamais entendu parler d'Alex. Je suppose qu'il a purgé sa peine, et qu'il a sombré dans l'anonymat qu'il méritait. Parfois, tard la nuit, quand Sarah est endormie à mes côtés, et que la maison est silencieuse. Je pense à cette image granuleuse et silencieuse, sur le babyphone. Je pense à l'homme que j'étais, l'homme dont le monde a été brisé, en cet instant précis. Et je pense à l'homme, que je suis devenu à la suite de cela, l'architecte froid et calculateur de la ruine. Il me semble être un étranger maintenant. Un personnage, que j'ai autrefois joué dans un drame très sombre et compliqué. Ma vengeance a été un succès. Elle a été totale. Elle a été dévastatrice, et elle a accompli tout ce que j'avais entrepris de faire. Mais la plus grande victoire, n'a pas été leur chute. C'est le moment, où j'ai vu Chloé dans ce dîner, et que je n'ai rien ressenti. C'est le moment, où j'ai pu lire sa lettre, et ressentir un lointain sentiment de clôture, au lieu d'une colère renouvelée. La plus grande victoire a été, d'avoir traversé le feu, et d'en être ressorti de l'autre côté. Pas seulement indemne, mais refait à neuf. Ils avaient essayé de réduire mon monde en cendres. Et au lieu de cela, ils n'avaient réussi qu'à brûler les parties de ma vie, qui n'avaient jamais été réelles au départ. Ils m'ont laissé avec les cendres. Et de ces cendres, j'ai bâti un empire, qui était véritablement le mien. Et dans la paix silencieuse de ce nouveau monde, j'ai enfin trouvé ce qu'ils m'avaient volé.